Bien, donc, chers amis du Ciré, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour suivre donc la conférence d'Édith Planche, dont le titre est Comment les hybridations disciplinaires peuvent-elles contribuer à un changement de paradigme pour une résilience à l'anthropocène. Donc, ethnologue de formation, Édith a fondé en l'an 2000 l'association SEA, donc Sciences et Arts. Elle propose donc d'éduquer à l'environnement et au développement durable par la culture, soit l'art, donc la culture, et l'ethnologie. Et là, elle estime que ce sont plutôt les cultures. Donc, après la présentation de la genèse de cette approche méthodologique, qui s'est forgée à partir d'une hypothèse donc anthropologique, Édith, à l'aide d'exemples concrets d'ateliers mis en place, montrera comment l'art et l'ethnologie peuvent se mettre au service d'un ancrage sensible à l'environnement et à la résilience de l'anthropocène. Donc, je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir et je donne la parole à Édith. Alors, je vous remercie et bonjour. Donc, je suis donc Édith Planche, ethnologue, chercheur associée au laboratoire environnement ville-société de Lyon et fondatrice de la structure SEA Sciences et Arts que j'ai dirigée pendant 20 ans. La structure Sciences et Arts propose de l'éducation à l'environnement par l'art et l'ethnologie. Alors, pour rétablir les liens avec l'environnement, mais aussi avec soi-même, sur un plan philosophique et sur un plan militant, pour développer des ancrages sensibles comme levier d'éco-citoyenneté. Les deux allant ensemble, j'y reviendrai, vous verrez dans le déroulé. Alors, je cherche ma flèche, zut. Alors, mon ouvrage Éduquer à l'environnement par l'approche sensible mêle art et ethnologie et écologie, art et écologie. Alors, je suis rentrée en ethnologie par désir de retrouver des sociétés à dimension plus symbolique, par quête de sens et de réenchantement, pour retrouver une pensée ronde de l'analogie qui ouvre et fructifie plus que le signe qui ferme. Sous forme de koan, j'ai été confrontée à des colonialismes épistémologiques et sous forme de koan, je rapporterai la parole d'un philosophe anthropologue africain qui nous disait « Le fétiche est-il mesurable à l'aune de la preuve ?» Avec François Laplantine, donc, qui était mon directeur de thèse, qui est ethnologue, qui a écrit plus de 30 ouvrages de référence en ethnologie et sur les marges aussi, et qui a fondé le département d'anthropologie à Lyon 2. J'ai travaillé sur les positions d'énonciation autour de la scientificité comme prise de pouvoir culturel, reflet de la séparation entre intelligible et sensible, entre fond et forme, entre science et art, mise en œuvre dans nos sociétés contemporaines. J'ai pu, au cours de ce travail, établir une dialogique relative des représentations des degrés de scientificité, donc je dis bien dialogique relative, entre sciences dites dures et sciences dites molles, sciences dites exactes et sciences humaines et sociales, celles-ci se moulant, comme le dit Edgar Morin, sur le modèle des sciences dures. Et Edgar Morin milite pour la pensée complexe pour réhabiliter la littérature comme heuristique, puisqu'elle est capable de saisir le sujet dans ses circonvolutions sensibles. La sociologie est toujours plus, je parle de représentation profonde et sous-jacente dans cette échelle dialogique, donc ce n'est pas la réalité, plus scientifique que l'ethnologie, qui est le poète des sciences humaines, le funambule de l'entre-deux. Dans sa pratique de terrain sensible, il doit devenir bororo ou joueur de rugby pour étudier les populations qu'il étudie et après avoir une part sociologisante de recul pour mettre les faits en équation. Les sciences humaines et sociales, qui sont toujours plus dans ce degré de scientificité que les humanités littéraires plus que l'artiste et le poète, l'art et le poète plus que la croyance et la pensée sauvage. Mais chacun est le sauvage d'un autre.
Ainsi, l'ethnologue Philippe Descola nous permet de prendre la mesure de ces échelles de scientificité. Anthropologue au Collège de France, tenant une des 5 chaires de sciences humaines, c'est un savant par excellence. Et donc, pour faire écho à la qualification de Jacques Benveniste de conteur à l'imagination fertile. Chacun reste toujours le sauvage d'un autre. Ainsi, je vous lis un passage des Lances du crépuscule écrit en 93 par Descola. Voué au culte intransigeant de l'épistémologie, mes condisciples, donc des normaliens, considéraient les sciences sociales comme une forme de distraction bien peu rigoureuse, déplorablement dépourvue de cette scientificité qu'ils traquaient dans la physique aristotélicienne ou dans les textes mathématiques de Leibniz. Mon intérêt pour l'ethnologie me valut ainsi une réputation de futilité sympathique. Cette futilité de l'art est toujours sympathique, sanctionnée par le sobriquet anodin de l'emplumé. La valorisation de la dimension littéraire permet toujours de dévaloriser l'heuristicité. On retrouve ça avec Edgar Morin qui nous dit que dans cette société technico-scientifique, la culture des humanités est un ornement, un luxe esthétique, ou de François Lapentine qui nous parle des infimes graduations du sensible qui sont subalternes. J'ai donc cette rationalisation, situation de domination culturelle qui cristallise la résistance à la pensée sauvage, à l'émotion, au sensible et plus largement au domaine de l'image, symbole et non pas signe. J'ai mis en acte par la publication d'un ouvrage mêlant ethnographie et art, ce retour de l'image, donc à travers la photographe, la collaboration avec la photographe, mais aussi en réintégrant l'image dans le texte poético-ethnographique et par le discours texte-image, la relation du texte et de l'image. Puis j'ai fait un détour par une association, une ONG qui a lutté contre un barrage au Puy-en-Velay et qui a réussi à ce que le barrage ne se fasse pas. Et c'est là où j'ai rencontré l'éducation à l'environnement. Et à mon retour, j'ai créé l'association Sciences et Arts qui réunit l'ethnologie et l'éducation à l'environnement, la culture et la nature, la science et l'art. Donc, dans la transdisciplinarité, comme Charles Percy Snow le pressentait, pour moi, il y a une notion de décrochage épistémologique qui me fait penser au Candomblé de Roger Bastide, qui nous dit que la pensée de l'énergie subvertit la pensée de la catégorie. C'est le sens même de la notion d'enchantement qui comprend une notion d'énergie et de vibration, nous dit Max Weber quand il parle de l'étymologie de la notion d'enchantement. Pour moi, la transdisciplinarité, c'est ce dessin en haut. Si tu traverses, tu risques de te transformer en poisson. Effectivement, il y a un décrochage. On se transforme. La charte du CIRED nous parle de réunir les sciences exactes et les sciences humaines, mais aussi de tous, que la transdisciplinarité concerne tout ce qui est entre les disciplines, à travers les disciplines et au-delà de toute discipline, dans un but de connaissance. Donc, ce entre, à travers, au-delà sont des mots qui résonnent très fort avec mon travail. L'article 5 de la charte de la transdisciplinarité nous dit non seulement qu'elle doit dépasser le clivage sciences humaines et sciences exactes, mais aussi se réconcilier avec l'art, la littérature, la poésie et l'expérience intérieure, ce qui est très important, qu'on ne voit pas forcément dans d'autres définitions de la transdisciplinarité, qui disent qu'il faut réintégrer les savoirs locaux et traditionnels, donc d'autres formes de savoir, et puis la pratique aussi, en faisant progresser pratique et sciences de manière simultanée, mais aussi, clin d'œil à Frédéric Pépin, la transconnaissance avec l'éducation non formelle, et clin d'œil à Michel Besset aussi, et la société civile, plutôt à Frédéric. Alors, mon livre Éduquer à l'environnement par l'approche sensible retrace cette double trajectoire, anthropologie et pédagogie, avec une première partie qui montre comment la rupture sciences et arts est de même souche que la rupture nature et culture et comment elles sont source de déconnexion de l'humain avec lui-même et son environnement. Il examine les rapports à la nature dans l'espace
et dans le temps. Donc, dans le temps des sociétés rurales fin 19e, début 20e, j'ai eu une pratique professionnelle d'ethnologue de la France où j'ai étudié ces sociétés soit en perte de vitesse par rapport à l'uniformisation, mais qui sont encore en mode de composition avec la nature de proximité. Et puis, dans l'espace, c'est-à-dire en référence à Philippe Descola, avec son idéal type de totémisme, d'animisme, de naturalisme, qui concerne les sociétés techno-occidentales et l'analogisme. La deuxième partie propose des pistes pour construire une pédagogie du sensible avec 91 ateliers de mise en œuvre, le plus souvent expérimentés au sein de Sciences et Arts, donc en partenariat avec des collectivités territoriales, des ministères et des rectorats, et des publics, donc publics scolaires, surtout primaires, mais aussi collèges et lycées, centres de loisirs et adultes. Alors, pourquoi Sciences et Arts? J'ai créé Sciences et Arts en 2000. Je suis ethnologue, mais aussi artiste, donc en tant qu'artiste et qu'ethnologue, ce qui se reflète dans le président de Sciences et Arts depuis 20 ans, qui est artiste et directeur honoraire de l'école d'art et de design de Saint-Étienne, et le vice-président François Laplantine, professeur émérite d'ethnologie. Alors, pourquoi Sciences et Arts? J'avais le sentiment de vivre dans un monde boiteux. Sciences et Arts, génériquement, c'est essayer de relier esprit critique et respiration poétique. Ce que j'ai essayé de faire dans des projets très concrets, puisqu'on parlait de concret dans la transdisciplinarité, avec un projet qui a fonctionné de 2003 à 2020, d'éducation au territoire fluvial, s'adressant aux écoles primaires du lac Léman jusqu'à Montélimar, qui exploraient leur fleuve à partir d'une mallette que j'ai conçue et en faisaient une restitution artistique finale. Je me suis trompée de flèche. Zut. Voilà. Alors, la mallette pédagogique, je l'ai conçue en faisant le départ avec le réflexe artistique, c'est-à-dire une attitude de dérive maîtrisée, de pensée analogique aussi. Quand je fais de l'aquarelle, ce rouge peut résonner avec ce vert, au-delà que ce soit des couleurs complémentaires. Et toutes les productions dans ce PowerPoint sont issues des résultats de travaux d'enfants à partir des ateliers de la mallette. J'ai du mal à... Je suis complètement paumée là. Je retourne à l'envers, excusez-moi. C'est une catastrophe. Je n'arrive plus à maîtriser mon... alors, je retourne dans l'autre sens, excusez-moi. Non, mais écoute, c'est dommage pour l'enregistrement. On est en petit comité, donc ne t'inquiète pas. Mais je ne comprends pas, il revient pas au début. Il ne revient pas au début, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, bah alors voilà. Voilà. Tu y es là. Tu es revenu au début, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, suivant. Voilà, donc comment j'active l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité et la transdisciplinarité au sein du projet Regard de Rhône? Le thème du Rhône nous permet de faire de la pluridisciplinarité avec des SVT, de la géographie, de la technologie, du calcul, de l'histoire, du français, mais toujours à travers une dynamique art et sciences que j'appelle transdisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'est travailler sur la nature, mais aussi sur la culture, les usages du fleuve, mais aussi le passé, l'ethnographie. Alors, que je ne me trompe pas. Oui, excuse-moi. Oui, coucou. Voilà, alors la dynamique art et sciences, elle traverse la culture ou les objets nature. Donc, par exemple, à gauche, on a des personnages issus de questionnaires auprès des riverains du fleuve. Donc, il y a une part d'aléatoire, d'imaginaire des enfants, mais
le personnage se révèle à travers le questionnaire. Idem pour la nature, ces animaux intègrent le concept de chaîne alimentaire ou de biomorphologie. Donc, ils ne sont pas tout à fait imaginaires. Alors, nos sociétés occidentales se sont construites sur des ruptures en cascade, comme on l'a vu, dont la rupture reproduite dans l'éducation entre le savoir et soi-même. On invite l'apprenant à raisonner à partir d'un énoncé abstrait, en occultant toutes les parties sensibles et subjectives, les émotions, les sensations, le corps, le renvoi au connu, qui aurait pu raccorder à lui-même et donner du sens aux apprentissages. Le sort de l'apprenant, surtout dans le contexte français et scolaire, est de se conformer à un savoir abstrait qui vient de l'extérieur, d'une parole hétéronome en surplomb, ce qui donne l'éducation prescriptive. Le Rhône est un fleuve de 812 km, comptant à dépasser, bien sûr, mais souvent, quand on réintègre les savoirs citoyens avec les questions socialement vives ou quelque chose de ludique, des approches ludiques, on en passe quand même toujours par le raisonnement qui nous demande de faire le lien entre le Rhône et la ressource en eau dans le monde. Nous, on part du sujet. Donc, le sujet et ses représentations. Donc, l'enfant va partir du sujet pour aller vers l'objet. C'est la pensée inductive. Bien sûr, on ne va pas demander aux enfants de ces représentations de façon brute. Il y a des entrées pédagogiques. Et là, par exemple, pour le dessin de droite, on va demander d'écrire sur une colonne de gauche « J'aime le Rhône parce que », et sur la colonne de droite « J'aime le Rhône, mais il a des pneus ». Donc, il a des pneus, quel sentiment tu dégages? Eh bien, par exemple, l'envie d'agir ou le dégoût. Ce qui permet après de réaliser le dessin. À gauche, on a plutôt quelque chose de positif par rapport au fleuve. Alors, tout est question pour moi de lien à rétablir. Il s'agit de se reconnecter avec le savoir, à contrario du cérébral, du pur cérébral, avec la nature, à contrario du cladisme, ce regard humain observant qui crée une rupture nature-culture, avec le sensible, à contrario de l'intelligible qui nous rend boiteux de la pensée sauvage. La pensée sauvage, selon Lévi-Strauss, contrairement à la pensée rationnelle qui est déterminée par l'intelligible où on évacue nos sensations pour manipuler des concepts, la pensée sauvage calcule, et c'est lui qui emploie ce terme, avec l'enseignement de l'expérience sensible, odeur, texture, couleur. Alors, je suis passée à l'anglais tout en disant mon texte en français dans cette on va dire, hybridité des langues. Donc, pour Lévi-Strauss, ces deux manières de décrypter le monde sont tout autant valables et la pensée sauvage n'est pas la pensée des sauvages. Ce qu'on peut mieux comprendre à la lecture de Georges Devereux, qui nous dit que chaque société présente une matrice primaire et une matrice secondaire ou refoulée. Donc, ça permet de dire que chaque société peut être totémiste, animiste à un moment donné ou naturaliste, mais de manière primaire ou secondaire ou refoulée. Et pour moi, la poésie est la matrice secondaire de notre société qui exprime le refoulé de la pensée sauvage. Ainsi, tout est parti pour moi d'une perte de sens. Nous vivons dans un monde fonctionnel, coupé du sol, de la nature, mais aussi coupé du symbole désenchanté. Ce qui nous oriente, ce n'est pas le sens du vent, ni de l'image, mais les panneaux de circulation routière. Nous restons à la surface plane de la pancarte du signe qui domine par rapport au symbole. Nous sommes coupés du sol et du symbole. La rupture science-art nous coupe du symbole. Descartes nous demande de nous méfier des égarements sensibles, du commerce des sens, dit-il, pour mieux observer la réalité. La culture rationnelle, malgré l'irruption de l'incertitude, de la pensée complexe, etc., ou du désir bachelardien de concevoir d'autres modes de rationalité, est quand même à structurer nos relations à la réalité. Cette relation à la réalité nous demande de nous séparer de nous-mêmes, donc du sujet. Nous sommes hors de nous-mêmes, hors de soi. La rupture nature-culture nous coupe du sol.
c'est la base de la rationalisation et de la technique qui dit Max Weber, et je peux l'observer aussi, nous éloigne de la nature et des sens directs. Nous sommes hors sol. C'est la base de la rationalisation du monde, hein. Opérer des coupes brutales dans l'écosystème, mettre les animaux dans les cages sans tenir compte de leurs besoins, mettre les esprits dans le moule sans tenir compte de la pensée singulière ou des besoins locaux. On part d'une rationalisation pour créer des paysages qui sont fonctionnels et standardisés. La pensée, autant que les espaces, sont soumis à des normes univoques. Ainsi, la rupture science et art et le désenchantement. L'enchantement contient la notion de psalmodie, donc de volume, et domaine nature que la rupture entre nature et culture qui véhicule des valeurs de froid, de platitude et de distance. Aujourd'hui, il est question de dérationaliser, non pas d'irrationaliser. Dérationaliser les espaces, c'est recréer les trames vertes et bleues, les corridors écologiques, et dérationaliser la pensée, c'est recréer ces systèmes de ramification dont parlait Edgar Morin avec la littérature. L'approche sensible est vraiment, permet de rétablir des liens pour reconnecter avec l'environnement au sens large et travaille vraiment pour une appropriation affective et sensible de la transition écologique qui apparaît comme une évidence sensible et surtout pas morale, car la morale véhicule des impensés culturels, mais aussi traîne des casseroles de rigidité et d'exclusion. Donc, par exemple, les enfants reconnaissent l'apron, espèce endémique du Rhône, en retraduisant les 3 bandes noires, signe de reconnaissance de cette espèce, mais aussi parce qu'ils ont vécu une expérience intérieure par l'art et l'activation d'une pensée moins binaire. Ces aprons reflètent la chaîne alimentaire et les 3 bandes noires peuvent être retraduites sur les galets indispensables à sa survie, montrant que l'art dit plus que ce qu'il dit, que ce qu'il montre, puisque les galets et l'apron sont liés en fait, comme dans ce dessin. Alors l'art nous permet de nous relier avec le thème à connaître et avec l'environnement pour motiver les apprentissages et la prise de soin, prendre soin, le care. On est incliné à établir une relation intime avec l'environnement, une expérience augmentée avec les objets du monde. Pour donner du volume au vivre, l'art mobilise du vivant en soi-même. Quant à l'ethnologie, l'approche ethnologique, elle nous permet de reconnecter avec la mémoire du territoire et de connecter avec des racines, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, qui donnent du sens et de la densité. Bruno Latour parle aujourd'hui de consistance, donc qui aide les enfants à plus du tout avoir envie de dégrader ce territoire. Derrière ma rue, il y a une filiation qui forme des liens symboliques avec mon quartier. Tout n'est pas fonctionnel et plat. Ma ville, ma rue, regorge de mémoire, grouille de paroles affectives sur le territoire. Donc, il est question pour nous de rétablir les ancrages sensibles, non seulement sur un plan écologique, mais aussi sur un plan vital, avec l'environnement et avec les apprentissages. Donc, on peut penser aux valeurs personnelles de Magritte. Pour question de droit, je n'ai pas mis l'image. L'art et l'ethnologie ont la capacité à développer des ancrages sensibles à l'environnement au sens large, de naturel, milieu naturel, mais milieu aussi culturel, milieu de vie, pour établir un lien, pour réduire les distances entre nous-mêmes et l'extérieur, pour s'attacher. Par exemple, le pont en bonbons et jus de fruits donne envie d'apprendre sur les ponts. On réhabite l'environnement avec ce qui me concerne, avec ses valeurs personnelles, on réanime le paysage. Ou en ethnologie, on va matérialiser, par exemple, dans le lien ethnologie et art, les étymologies, le nom du pont ou de village, par un dessin qui permet de réanimer dans le paysage avec les anciens qui ont forgé ce territoire. En balade familiale,
Dans le projet Regard de Rhône, on faisait beaucoup de balades familiales. On va partir de l'expérience subjective pour aller vers l'information. On va valoriser les chemins de la mémoire, du vent, c'est-à-dire du plein air, et de la sensation, traverser un pont, expérimenté par l'apprenant, en lui offrant des espaces pour partager sa mémoire, hein, quand les gens sont d'ici. Si on n'a pas de mémoire, eh ben, à travers des pauses créatives, ça me fait penser à, pour rétablir un lien personnel avec l'environnement et motiver la digestion des apprentissages. Sur la rue, milieu urbain, ou sur le rue, milieu naturel. On réhumidifie les apprentissages au lieu de les dessécher. Sur un plan pédagogique, le sujet créatif, le sujet de l'intimité créative, plus le sujet quotidien et le sujet local vont faire sens pour apprendre le général et le global. On va fréquenter le thème avec l'art, puis on va s'intéresser aux objets du quotidien, hein, sur le thème de l'énergie, un thème bien concret, toujours à travers art et science. Si il fallait sauver un seul objet, souvent apparaît le téléphone portable. On va créer des pièces de théâtre sur l'hydroélectricité locale, faire des pochettes de CD, écrire des chansons pour avoir envie d'apprendre. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Comment devenir moins boiteux? Avec la sortie extérieure, hein, il y a des mouvements en éducation à l'environnement qui s'appellent sortir, surtout qui ont pris de l'ampleur avec la Covid. La nature, les rencontres animales et végétales vont nous rattraper pour nous reconnecter au sol. Mais l'ethnographie nous reconnecte à notre terre, développe un sentiment d'appartenance au territoire, de prendre soin. Mais nous avons besoin aussi de la dimension symbolique du regard sur le monde, de ce réenchantement, de cette pensée holistique ou non binaire, de cette expérience augmentée avec l'environnement et les objets du monde, de tout ce volume symbolique, ce qui veut dire établir d'autres relations, porter ce regard autrement que seulement fonctionnel. Au cours de balade, il nous est arrivé que des gens nous disent « Ah ben maintenant, je verrai cet arbre à la sortie de la gare de la Pardieu que je ne voyais pas ». Donc, c'est une question d'attention, être attentif aux relations de couleur et de forme, voir avec le cœur, avec le feeling, ouvrir la vision. Et l'art nous autorise à ouvrir la vision, comme l'ethnologie. Donc, pour en revenir à mon titre initial, ici, on a 3 disciplines, l'éthologie, l'ethnologie et l'art. Donc, l'éthologue nous montre le point de vue pointilliste de la grenouille. Là, il s'agit d'un travail de Pierre Clément. Quand l'ethnologue, lui, nous montre des modèles animistes qui sont circulaires, alors qui ne sont pas idéales, hein, le mythe du bon sauvage, on nous apprend dès l'entrée en ethnologie à s'en méfier, où chacun est sujet avec un point de vue par rapport au modèle occidental, où les éléments naturels vont être considérés comme des objets ressources silencieux. L'art est-il un chemin pour réinjecter de la pensée sauvage, pour reconnecter avec la Terre dans le sens d'une planète avec tous ses êtres vivants, pour sortir d'un regard unidirectionnel humain qui impose des catégories rigides, qui appauvrit la pensée comme on appauvrit les sols, pour rencontrer cet autre du monde, ces autres points de vue comme l'animiste. La société contemporaine semble évoluer dans un monde inerte où les animaux se déplacent, où les végétaux poussent et croissent, mus par et pour les mécanismes de la nature. Dans ce tableau, seul l'homme tire son épingle du cadre, arpentant l'espace pour écrire l'histoire et imprimer la marque de ses projets et intentions. Mais quel autre existant partage cette conception d'une terre réservée à l'humain? Car en étant au-dessus de tout, en portant un regard en surplomb sur le reste du monde, en le voyant comme une ressource, l'humain se coupe du paradigme de la nature, de cet inconnu. La nature avec ses besoins et ses enseignements, on parle de services fondés sur la nature, son conatus, et se coupe du paradigme de la nature. La nature est silencieuse depuis qu'elle n'est pas un sujet, donc il serait nécessaire d'être silencieux. Et c'est ce qu'on dit en pédagogie aux enfants.
vous allez faire silence, non pas pour vous punir, mais pour écouter les secrets de la nature, les secrets du lutin, ce petit personnage anthropomorphe qui exprime ce paradigme inconnu de la nature et qui a des grandes oreilles, un grand nez, des appendices pour sentir. Faire taire les pensées à sens unidirectionnel, s'ouvrir, la poésie est ainsi un outil pour glisser dans cet autre du monde, pour ce nécessaire renversement de paradigme. Elle nous invite à stopper la pensée en catégorie pour sortir de ce regard enfermant et limitant. Sur un plan pédagogique, les enfants qui se promènent, quand on fait des balades poétiques, la nature et l'environnement leur donnent la main pour écrire. Elle fait le tiers avec l'idée de ce que c'est que de bien écrire pour des productions beaucoup plus personnelles. C'est ce que nous dit le facteur cheval par la voix de Jacques Gamblin. L'herbe, le vent, mon chemin me guide pour construire mon palais idéal. Il a commencé avec la pierre d'achoppement. C'est un artiste d'art brut de la Drôme, classé monument historique par Malraux. Et il ne faut pas trop de compréhension, cela lui ferait tomber la pierre des mains. Alors, pour résumer, quels sont les intérêts de l'art et ethnologie pour l'éducation et l'éducation à l'environnement? L'art motive, créer pour aimer et apprendre, créer pour aimer et préserver. Reconnecter avec ses personnelles values, le pont basket. L'impact aussi, l'art est une pensée non binaire, donc qui mobilise du volume, de la densité, qui dit plus que ce qu'il montre. Par exemple, on va visualiser l'efficacité énergétique à travers le costume de l'arlequin qui se modifie en fonction des objets électriques énergivores qu'on enlève. On va renverser les couleurs habituelles de ce qui est naturel et artificiel pour créer des chocs et réfléchir sur la relation nature-culture et inscrire le lien proie-prédateur par une chimère. L'impact de l'ethnologie, c'est déjà l'anthropologie, c'est son cœur de métier, se décentrer, le décentrage culturel. Donc, en relation avec d'autres sociétés, on a travaillé avec le Burkina et on s'est aperçu que le lutin, il est immédiatement disponible dans le paysage. Il s'appelle le kinkirga ici, donc ce n'est pas une induction de notre part. En relation aussi, se décentrer avec le passé, comme je le disais, les modèles de composition avec la nature du 19e et début 20e étaient encore perceptibles par les anciens et peuvent nous montrer des modèles de composition pour le 21e. L'impact de l'ethnographie aussi, c'est prendre conscience de sa culture locale comme levier d'attachement et d'enracinement. Et alors, le troisième impact qui lie art et ethnologie, c'est d'avoir accès à d'autres modes de connaissance et d'approche pour connecter cet autre du monde, à ce mode d'intuition issu de la relation perception de l'environnement où la nature nous informe. La nature est naturante, nous dit Mallory. L'artiste est traversé, on devrait dire « on me pense », nous dit Rimbaud. En effet, l'art lance des tentacules de couleurs et de formes qui créent un lien avec l'environnement. L'art capture l'invisible entre les lignes, d'autres formes d'organisation du réel. Picasso disait, par la voix de Françoise Gillot, sa femme, une de ses femmes, que pour peindre, il crée des rimes plastiques, que ces rimes plastiques ont des formes qui résonnent avec d'autres formes, qui répondent à d'autres formes ou à l'espace qui les entoure. Le poète, la poésie, nous demande de laisser de côté nos lunettes du cladisme pour percevoir, pour que la nature nous informe, pour se laisser imprégner. C'est là où il y a renversement de paradigme. La nature va nous parler comme l'animiste qui reconnaît qu'elle a une voix. Faire silence sur les catégories, c'est écouter la dimension de l'autre, de la nature, du monde extérieur, de l'environnement. Se situer entre subjectif et objectif. Rimbaud disait qu'il faisait de la poésie objective en descendant paradoxalement au plus profond de ses sens,
car il se laissait penser plus qu'il ne pensait, il se laissait saisir plus qu'il ne construit. Le processus artistique, c'est « je est un autre ». D'ailleurs, il fustige les artistes trop bien peignés dans sa lettre à un voyant, qui font de la poésie horriblement fadasse, qu'ils construisent. Et un autre artiste nous dit que l'art ne vient jamais coucher dans les lits qui sont faits pour lui. L'ethnologue nous dit la même chose. Jean Mallory rapporte dans un de ses ouvrages qu'un Inuit lui dit qu'il ne veut surtout pas consigner son savoir, car les mots congèlent les pensées et l'empêcheraient d'être intuitif et de percevoir la nature et d'être au bon moment, à l'instant, avec dans sa posture de chasseur. Alors, pour conclure, eh bien, nous devons réinjecter le sujet pour réhumidifier l'éducation contre ces positions en surplomb. Il est essentiel aujourd'hui de défaire les surplombs en cascade qui s'emboîtent, le surplomb de l'humain sur la nature, l'animal et la condition terrestre, le surplomb de l'homme blanc sur le peuple garant de la pensée sauvage, le surplomb de l'adulte sur l'élève, de l'enseignant sur l'apprenant. Rétablir le lien, ce que j'apprends est lié à mon expérience intime créative, à mon expérience quotidienne et locale. L'adultocentrisme, c'est vouloir fabriquer des citoyens, des enfants responsables de 5 à 14 ans. À 18 ans, responsables, sans connecter avec eux-mêmes, sans mobiliser du vivant en eux-mêmes, mais uniquement en passant par le raisonnement. Il faut réinjecter le subjectif, le corps, le symbole, le vivant. Il est question de réinjecter les points de vue de la pensée sauvage et de chaque société, de chaque être vivant, animal et plante, et de chaque individu, l'expérience du sujet en éducation. La Terre est devenue silencieuse. David Abraham nous dit que la Terre s'est tue. Nous devons être silencieux. Alors, pas nous, mais l'Anthropocène et l'Occidentalocène et ces catégories humaines rigides pour rétablir les liens et les sujets. Donc, devenons sensibles aux scènes pour un changement de paradigme, un changement de comportement. Et je vous remercie. Merci. Alors, je ne sais pas combien de temps, si j'ai été trop longue. Merci, Edith. Merci. On n'entend pas Jean, apparemment. Jean, je ne sais pas si tu parles, mais on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Là, vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui. Oui, donc, merci donc Edith pour cette présentation. Donc, je disais que c'était très bien. On n'a pas commencé pour des raisons techniques, rappelle-toi, on n'a pas commencé donc, tout à fait à l'heure qui était prévue, ce qui fait que donc c'était très bien. Et donc, vu le nombre que nous sommes, je propose que s'il y en a un qui souhaite donc s'emparer d'un questionnement de manière dont à nous faire profiter de tes lumières, allez-y, ne vous en privez pas. Bon, Florent, tu te dévoues, Florent, pour amorcer la pompe? Notre cher président du C'était tellement CIRE. riche que je sais pas. Oui, c'est dingue. C'est gentil, je ne sais pas par où commencer. Ouais. Si certains des présents ont déjà des choses qu'ils souhaitent partager ou poser, je passe mon tour pour l'instant. Ma première question, les dessins des enfants, peut-être que tu l'as dit, mais je l'ai pas, je l'ai pas entendu. Quel âge avaient-ils ces enfants? Alors, principalement des élèves primaires, puisque le projet Regard de Rhône, qui a duré pendant 17 ans, qui a touché 20 000 enfants,
Wow, s'adressait surtout à des primaires, mais là, on voit des balades adultes, par exemple, sur l'écran. ouais. Voilà, il y a des adultes et des enfants, ça c'est hors du projet. Hein. Et puis, voilà, des centres de loisirs. L'Arlequin, celui-là, c'est un centre de loisirs. On a eu des collèges aussi, des lycées, un petit peu moins les lycées, mais de temps en temps. Donc, je retourne vers les dessins. Voilà, bah là, on voit un petit peu l'âge des enfants. C'est des primaires, ils peuvent être fin primaire. Ce projet avait un large éventail puisqu'on couvrait toute l'école primaire et on raccrochait aussi les maternelles. D'accord. Voilà, là, c'est des balades familiales donc, qui incluent les parents, les grands-parents, les citoyens, tous les porteurs de mémoire qui veulent s'exprimer sur la mémoire pour la partager. D'accord. Ok. Donc, on a fait des balades de Genève à Montélimar. Enfin, du lac Léman plutôt, dans le 74, plutôt que Genève, puisque Genève, c'est la Suisse, à Montélimar. Et donc, ça a duré 20 ans. Ça a duré 20 ans. Enfin, 17 ans, on va dire, le temps de mettre en place le projet, bien qu'il se soit mis en place. Il a démarré avec des photocopies des plans de la mallette, in situ, en acte avec des classes, et puis il s'est terminé en passant par des photocopies de la mallette jusqu'à l'impression de la mallette. D'accord. Bon, Isabelle, vas-y. Il y a même vas-y. des personnes âgées qui participent. Je vois qu'Isabelle souhaiterait te poser une question, Edith. Oui. Oui, bonsoir Edith. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander, dans le cadre de ces ateliers, de ces actions que vous menez, comment sont formés les enseignants ou les éducateurs qui travaillent avec vous, ou qui travaillent sur le projet, sur cette vision à la fois non-binaire, holistique, complexifiée, transdisciplinaire, enfin bon, tous les termes et toute la profondeur de ce qui est dit, ça demande une formation ou peut-être d'abord une déformation, en tout cas un passage aussi pour une transformation, une métamorphose, pour pouvoir ensuite transmettre, partager, éduquer. Donc voilà, la question c'était comment ça se passe au niveau des éducateurs et des transmetteurs, enfin, de ceux qui sont là pour... Alors, en fait, on faisait des formations à la mallette pédagogique, qui est une mallette très fournie, et qui était distribuée dans chaque classe, grâce à notre partenaire région, dans chaque classe riveraine, dans chaque classe participant au projet. Donc, on avait des écoles avec 8 classes, chacun avait sa mallette. Donc, on faisait une formation, malheureusement pas assez approfondie parce que les enseignants n'avaient pas le temps. On a essayé d'en mettre une deuxième au cours de l'année et chaque fois, c'était un échec parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, on leur répondait beaucoup par téléphone. On pouvait se déplacer dans les classes pour une animation, par exemple l'animation apron, on avait des financements supplémentaires pour cette animation, donc elle a été bien diffusée dans les écoles. Et effectivement, il y a certains enseignants qui s'emparent de cette mallette et qui sont créés, enfin, ils témoignaient qu'elles développaient leur intérêt pour le territoire. Ils n'étaient pas tous d'ici, soit ils avaient de la mémoire familiale, soit ils découvraient le territoire en même temps que leur classe. Et aussi, ils développaient leur créativité. Cette mallette développe leur créativité. Et il y en a qui s'emparaient, qui recréent autre chose en plus. Par exemple, le point de vue du canard, on va prendre le point de vue du nuage. Voilà, c'est une source d'inspiration pour créer autre chose. Après, il y a des enseignants qui étaient plus hermétiques. Donc, on leur disait parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette mallette. Et donc, ce qu'on traçait, c'est un chemin un petit peu plus linéaire pour eux et en leur disant de vraiment faire en fonction de leur capital temps. Et puis, ce qui a pu ne pas marcher, par exemple, avec certains enseignants, c'est le terme confus qui pouvait revenir. Mais ce terme confus, je le retrouve dans Descartes, je le retrouve qui veut s'écarter de la confusion dans Élisabeth de Fontenay, qui nous parle de Diderot
et de l'homonymie de raisonner, et que la confusion est aussi est aussi apprenante. Voilà. Mais c'est vrai que ça aurait nécessité beaucoup de temps. Alors, Michel Besset, qui est formateur en éducation à l'environnement, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Tu connais la mallette? Merci, Edith. Merci. Le micro. Oui, le micro. Oui, bonjour à tous. Donc, bon, moi, je suis militant des CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, et nous agissons essentiellement dans l'éducation non formelle, c'est-à-dire tout ce qui est le socioculturel, l'animation volontaire, l'animation professionnelle, et nous sommes en dehors de tous les cadres qu'impose l'éducation nationale pour la forme d'éducation formelle dans laquelle notre système éducatif est inscrit. Donc, on a toute possibilité d'agir de manière transdisciplinaire sans se poser les questions des disciplines précisément. Et c'est vrai que, bon, je connais Edith depuis 15 ans peut-être, presque 20, ouais, depuis le début des années 2000. Et j'ai eu un petit peu l'occasion, et parfois assez intensément, de discuter avec elle sur ces méthodes et sur lesquelles on se retrouvait, parce que les questions qu'elle abordait qu'elle aborde dans son association, il y avait des résonances sur les approches sensorielles, les approches sensibles, le croisement entre l'aspect scientifique et l'aspect émotionnel, parce qu'on a la conviction effectivement que c'est à travers l'ensemble de la personne que se constituent ses savoirs et sa culture. C'est dans l'engagement personnel, c'est dans l'agir. Nous, on parle au CMEA de l'agir, qui fait qu'on se transforme et on se développe. Et on acquiert la culture. Donc, quand Edith a publié son livre, bon, je l'ai acheté, j'ai traversé un petit peu les différents aspects de son ouvrage. Je lui ai d'ailleurs dit qu'il y avait de la matière pour en faire 3, plutôt qu'un. Et bon, elle a voulu tout concentrer dans le même. En tout cas, je trouve ça extrêmement intéressant sur les perspectives que cette démarche, ce qu'elle propose, quoi. Voilà, moi, ce que je peux te dire un petit peu de sa démarche. On a eu aussi l'occasion, parce qu'au-delà des CMEA, j'ai aussi été chargé de mission dans un grain en Rhône-Alpes pendant une certaine période, où j'étais chargé de la formation des animateurs en environnement. Voilà, bon, je ne sais pas si je suis dans le sujet ou voilà un petit peu mon témoignage par rapport à ce que je perçois de cette démarche. Merci. Alors, bonjour Edith, Fabien Riera. Dans la continuité de Michel et de Isabelle, en fait, bon, j'ai loupé je pense une petite dizaine de minutes du début de la présentation, mais pour développer une mallette aussi riche que celle-là, j'imagine que vous n'avez pas été toute seule, qu'il y a eu à avoir pas mal de monde, et voilà, c'est vraiment mon interrogation, elle est de comment ça s'est constitué progressivement. Alors j'imagine que ça a pris aussi quelques années à se mettre en place, à s'affiner. Donc je voulais savoir un petit peu ce processus-là, comment il s'est fait, comment on a regroupé les gens pour justement construire ça, pour mixer
à la fois le savoir ethnographique, l'approche artistique, l'éducation informelle, etc. Parce que c'est quand même un métissage qui est quand même assez subtil à mettre en place. Alors, bon, bah, c'est quand même mon projet, enfin, comment dire, ça a été un sacerdoce, hein, puisque justement, il fallait mettre en œuvre le projet tout en le construisant. Donc, voilà, ça a été un sacerdoce. Et la mallette, donc, s'est construite avec, pour toute la partie informative, des intervenants, mais bon, ça ne m'empêchait pas de tout relire, des étudiants qui ont pu, par exemple, il y a quelques livrets informatifs. J'ai travaillé avec des graphistes aussi qui étaient souples, donc une qu'on avait embauchée et l'autre qui était une intervenante extérieure, mais on s'entendait très bien, donc voilà, on faisait agir l'art ensemble. Il y a beaucoup, comment dire, il y a eu des intervenants, mais toute la partie conception, je l'ai faite de façon un peu trop solitaire, peut-être, je ne sais pas, mais si j'avais intégré des enseignants, etc., ce qui n'a pas empêché que les enseignants développent leur propre créativité grâce à la mallette et aussi en reconstruisant quelque chose, hein, je veux dire, avec la mallette, à partir de la mallette, il y a toute une partie qui est immergée dans les classes que je n'ai pas vue. Tout un travail qu'ils ont recréé, inventé, etc. Moi, je voyais juste les expositions finales sur une œuvre de 3 mètres par 1 mètre 40, mais je ne voyais pas tout ce qui se construisait ou on demandait, envoyez-nous des photos, on les postera sur… Bon, les enseignants n'ont pas le temps, quoi. Donc, le travail se faisait. Il y a toute une richesse que je n'ai pas pu forcément mettre en valeur, mais voilà, moi j'avais mon idée et je connais d'autres mallettes qui se sont faites, par exemple, avec l'éducation nationale, et ça a été très dur. Ça a été très… Moi, je ne suis pas éducatrice au départ, donc mon projet, il était plus anthropologique, en fait. Pardon ? Dans quel sens il était plus anthropologique que pédagogique ? Alors, dans le sens de vouloir changer quelque chose dans la société. Et alors, l'anthropologie, elle analyse, hein, mais de vouloir retrouver une forme de pensée sauvage, de vouloir réintégrer l'art dans la pensée scientifique. Et c'est un petit peu par hasard que j'ai rencontré l'éducation. C'est grâce à mon séjour dans cette ONG où j'ai rencontré l'éducation à l'environnement que je ne connaissais pas avant. Et donc, j'ai voulu créer un projet. Et puis, quand je suis allée voir la région, ils m'ont lancé sur le Rhône. C'est toute une combinaison de hasards, etc. Mais en fait, les enseignants ne sont pas intervenus directement sur l'élaboration de la mallette. Alors, il y a eu des salariés, il y a eu des dessinateurs, mais… Voilà. D'accord. Oui, donc c'est un projet qui a été quand même porté fortement par vous. Et alors, parler de salariés, enfin, ça m'intéresse particulièrement parce que, bon, je suis anthropologue sur les questions de développement durable, d'une part, et je travaille avec Isabelle, bon, là, qui est partie, mais depuis un an, autour de ces problématiques de transdisciplinarité. Et par ailleurs, je développe avec un collègue depuis une dizaine d'années, en fait, une association, enfin une action, c'est plutôt de l'accompagnement social, où on utilise le sensoriel en tant qu'outil d'accompagnement des publics. Donc, ça me parle, du coup, votre démarche me parle à plein d'aspects en même temps. Et du coup, j'ai bien conscience de l'énormité du projet. C'est pour ça que je vous pose ces questions, de savoir un peu comment ça s'est développé, parce que bon, moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille autour de ces questions du sensoriel, et voilà, ça met du temps à convaincre aussi, parce que effectivement… Surtout à l'époque où l'interdisciplinarité, moi, je me suis vue renvoyer de la DRAC à la DREAL, de la DREAL à la DRAC,
sans arrêt et avec une éducation nationale qui était même persécutante. Hein. Michel, tu t'en souviens, tu vois de qui je parle. Voilà. Donc, il y a eu des... C'était un peu l'inquisition par certains côtés. Et ça serait à refaire, je ne le referais pas, par exemple. Je l'ai fait un petit peu dans l'inconscience. Je portais cette idée, je portais ce projet. C'était... voilà, et j'ai été guidée aussi par des rencontres, hein, des hasards. Quand je suis allée voir la région, ils étaient en train de monter le plan Rhône. Voilà, pour m'apercevoir que mon grand-père, finalement, a travaillé sur le Rhône en tant qu'ingénieur. Donc, il n'y a pas de hasard aussi, ou il y a des hasards. Enfin, c'est intéressant de voir ces résonances. Moi, juste une chose là, par rapport à ça, c'est qu'il a fallu beaucoup se battre pour faire reconnaître le côté, les approches sensibles dans la construction des personnes, la construction de la culture, le rapport entre le sensible et le scientifique, l'un venant plutôt discréditer l'autre quand on évoquait à une époque ces questions-là. C'est-à-dire, alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la connaissance passe aussi par la mémoire du corps, par ce que le sensible fait au corps, laisse comme trace, qui permet justement de construire des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être par les personnes. D'ailleurs, un certain nombre de philosophes en ont parlé il y a déjà du temps. Nietzsche en particulier. Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que je me perdrai vite, mais il s'avère quand même que on le constate, la place des odeurs, par exemple, dans la mémoire, etc., qui nous laisse des traces assez puissantes sur notre existence. Il n'y a pas que juste le cognitif qui fonctionne pour connaître le monde. Et puis, il y a cette pensée de l'énergie, du vivant, je pense qu'on peut retrouver peut-être dans la charte de la transdisciplinarité, l'expérience intérieure, mais aussi dans le chamanisme. Alors, d'un point de vue ethnologique, mais moi, j'ai travaillé avec Jean Mallory dans son ouvrage Arctica, œuvre 2. Et quand je l'ai rencontré, en fait, j'ai été happée par son discours qu'il a démarré en disant que l'école tuait la force créative. Il est certain que quand ça démarre comme ça, on ne peut que se retrouver à une réticence du système scolaire français, parce qu'effectivement, c'est un vrai changement de paradigme dans l'approche pédagogique qui n'est pas effectivement descendante comme elle l'est majoritairement, mais elle demande à être ascendante. Et alors, elle ne poursuit pas du tout le même type d'objectif. Donc, c'est vrai qu'en ce sens-là, c'est vraiment un projet qui est totalement en rupture, quoi, par rapport à ce que vous proposez. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant et de constater que ça a touché près de 20 000 personnes, c'est ça que vous disiez? 20 000 enfants, oui. De 2003, le projet a commencé en 2003 jusqu'à 2020, donc avec une cinquantaine de classes par an, enfin de 30 à 70 par an, donc une cinquantaine, une moyenne de 50, oui. Après, les enseignants, ils allaient à leur rythme, hein, donc chacun menait le projet comme il le voulait. Oui, enfin, de toute façon, la question de la temporalité dans ces cadres-là, elle se doit d'être souple. Ça, c'est certain, puisque, il faut l'intégrer dans un cadre qui n'est pas forcément accueillant en soi, et puis que le rythme des individus est extrêmement divers
enfin, on le voit nous, on le voit dans les processus d'immersion sensorielle qu'on utilise. Dans un même groupe, on va avoir des temporalités, des dynamiques individuelles qui vont être extrêmement diverses. Et ça, c'est sûr qu'on ne peut pas normaliser le système. Donc oui, certains vont prendre 3 mois, d'autres vont s'immerger dans le processus pendant 12 mois et produire une diversité de choses. Non, mais en tout cas, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. C'est vraiment impressionnant, quoi. Je vous remercie. Et il y en a qui, donc, qui s'appropriaient la mallette pour en faire quelque chose de plus. Et puis d'autres, il y a quand même une traduction, hein, puisque en travaillant à partir d'une mallette, il y a une traduction déjà des animateurs embauchés par Sciences et Arts et des enseignants. Alors, c'est très bien quand les enseignants s'en emparent et font autre chose. Enfin, quand je dis qu'ils font autre chose, ça leur donne des idées pour créer leur propre… ça développe leur créativité, c'est très bien. Et puis d'autres qui sont plus hermétiques à ce type de… Voilà, alors qui utilisaient que les livrets informatifs, par exemple, sur l'historique du Rhône, sur la faune, la flore, etc. Bon, j'ai une question, Edith, par rapport à la construction de ta mallette. Parce que bon, on s'est côtoyé souvent, mais je ne connais pas tout de cette histoire. Tout ce qui est les dessins, tout ce qui a été produit, ça a été produit dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, alors, ils ont participé quelque part à cette mallette. Elle s'est construite un petit peu progressivement, non? Alors, en fait, la mallette, ce que je disais, c'est qu'on a démarré en 2003 avec un plan de la mallette. Et puis après, ça a été des photocopies. Et puis en 2008, ça a été des impressions avec un imprimeur, la région qui a financé les impressions, d'autres partenaires qui sont partis revenus comme la CNR, EDF ou comme l'Agence de l'eau. Sachant que les partenaires imposent toujours quelque chose de supplémentaire, pas tellement la région, hein. On a traversé 3 mandatures et c'était vraiment en mode projet, alors que la métropole de Lyon ou l'agence de l'eau nous a tiré vers d'autres choses. Par exemple, l'introduction des balades familiales à partir de 2013, c'était sympa, mais en même temps, il y a des enseignants du coup qui attendaient la balade au printemps pour démarrer le projet, ce qui est dommage. Mais bon, après… Non, juste pour dire que c'est quand même une coproduction, même s'il y a même si c'est une tête pensante qui est toi et qui a conduit, qui est chef de projet là-dedans. Il y a quand même l'implication assez forte du milieu scolaire et autres dans ça. Alors oui, les animations, quand elles étaient réalisées sur le terrain, les animations effectivement réalisées pour la métropole ont servi à tester les conceptions de cet outil. Mais les ateliers, c'est quand même moi qui les ai élaborés. Après, tous les ateliers élaborés par d'autres animateurs, comme par exemple l'énergie en pop art, on avait une animatrice assez prolifique. Je les ai non seulement pas mis dans le livre, mais pas dans la mallette non plus. Voilà. Donc, pour moi, ce qui valide quand même, ce qui valide la mallette, c'est aussi le fait de la sanction la sanction des utilisateurs, quoi. Mm-hmm. Oui, bah, comme je disais, il y en a qui rentraient dedans, d'autres qui ne rentraient pas dedans. Puis il y a tout le contexte scolaire qui est quand même difficile. Hein. Voilà. Ils ont beaucoup de boulot. Il y en a qui voulaient rentrer dedans puis qui n'avaient pas le temps. Donc, on distribuait la mallette avant l'été pour qu'ils puissent la consulter pendant l'été, par exemple. Il y en a qui le faisaient, d'autres non. Certains qui avaient envie, d'autres pas. On a essayé de mettre une formation avant l'été, mais c'était impossible au niveau timing. Nous, on aurait été prêts à se déplacer en juillet, mais un enseignant sur 3 pouvait, par exemple.
Mais bon, le travail de mise en image, en plus, c'est le triple de travail qu'un texte. C'est pour ça l'éditeur m'avait dit que je pouvais mettre des dessins ou des schémas dans mon livre, mais j'ai absolument pas voulu parce que c'est trop de. Voilà, c'est beaucoup de mélange. Et puis le texte se transforme en fonction de l'image. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'être avec des graphistes souples. Il y en a 2 ou 3 qui n'étaient pas souples où ça n'a pas fait l'affaire parce que le texte se transformait en fonction de l'image. C'est autre chose. Et ce projet, où en est-il à l'heure actuelle? Il a totalement disparu? Alors, il s'est arrêté avec le Covid, en fait. D'accord. Et pour le moment, il est en stand-by, mais bon, il y a encore des mallettes. Voilà. Mais Un animateur devait le reprendre et puis finalement, il a préféré être salarié ailleurs parce que voilà. Et l'éducation nationale n'a pas voulu s'en emparer? Alors, l'éducation nationale, c'est un petit peu à la fin et que c'est vrai que maintenant, c'est tout à fait adapté aux, comment ça s'appelle, aux aires éducatives, etc. À l'éveil? Les aires éducatives territoriales, ça vous dit quelque chose ou non? Donc, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, qui s'intéressent à la culture aussi. Moi, j'ai eu de bons rapports avec les inspecteurs régionaux et beaucoup moins avec ceux qui étaient sur le terrain, en fait. Les inspecteurs, je parle. Enfin, pas tous, ça dépend. Avec les… Pourtant, il me semble qu'il y a quand même une mouvance dans les différentes académies autour justement de l'éducation au développement durable, avec justement autour de… Alors nous, en Bretagne, parce que je suis en Bretagne, on a les aires marines éducatives, mais je pense que voilà. bon, là, c'est une déclinaison des aires territoriales éducatives dont vous parliez. Donc, en tout cas, il semble qu'il y ait une volonté de l'institution à s'engager vers des propositions différentes, originales, comme la vôtre. Donc, je serais assez surpris que l'Académie de Lyon soit pas un minimum proactive ou que vous n'ayez pas des liens un peu privilégiés avec eux. Surtout que vous avez une antériorité, vous avez un passif quand même. Vous ne débarquez pas comme ça avec quelque chose de complètement nouveau, quoi. Donc, c'est parce que je vais dans une autre direction. Moi, je ne veux plus animer un projet. Je ne veux plus faire ça. C'est très lourd. Et puis, voilà. Bon, après, ça reviendra peut-être. Je ne sais pas. Mais voilà, je suis dans une autre voie. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, il n'y a personne pour reprendre en fait la continuité de ce projet-là, parce que pour le moment, le projet, il véhiculait 50 classes par an. Là, par exemple, la mallette, il y a 8 mallettes dans une école parce qu'ils ont voulu, sans projet, ils ont voulu travailler. Voilà, donc la mallette, elle peut être disponible pour des écoles, mais sans mener un projet qui demanderait 5 salariés quand on est 3. Voilà, enfin, c'est compliqué. Après, moi, j'ai démarré en 2003. Donc, en 2003, le contexte a changé en 2020. C'est ce que je disais. J'ai eu de bons rapports avec les IPR, les inspecteurs pédagogiques régionaux. Mais après, voilà, j'étais un petit peu sur le… Est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui sont en train de s'emparer, en tout cas, de ces formes de pensée qui le revitalisent autrement, non? Eh bien, oui, je pense. Enfin, par exemple, on m'a demandé d'écrire un article pour la Fondation de la biodiversité, le Graine aussi, Aquitaine. Enfin, voilà, l'approche sensible, cette année, il y a pas mal de revues d'éducation à l'environnement qui s'en emparent.
Après, ces ateliers, ils sont repris dans mon livre, donc ça permet aussi de le diffuser plus largement qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes. La mallette, elle est quand même axée sur le Rhône. Voilà. Oui, mais enfin, en Pour le l'adaptant, moment, ça c'est doit une pouvoir être... pause. Pour le moment, c'est une pause, mais qui peut prendre d'autres formes. Là, je travaille avec un groupe de chercheurs à Lyon qui veulent un petit peu changer le regard par rapport aux questions scientifiques, changer les pratiques scientifiques, être plus en lien avec la société civile, et peut-être que la mallette remarchera avec eux d'une autre manière. Il faut la proposer à Fabien en Bretagne. Ah, oui. Alors, oui, bah, de toute façon, il est clair que je vais jeter un coup d'œil vraiment très intéressé à votre travail pour voir un petit peu comment vous avez développé ça et un petit peu les trames que vous avez utilisées. Parce que, comme je disais, de toute façon, pour plusieurs raisons, c'est un travail qui m'intéresse. Ça, c'est clair. Et que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit se généraliser sur différents objets, Oui, sur et puis différents écosystèmes, ouais. etc. Hein. Et puis c'est un travail qui a fait ses preuves quand même, hein, parce que donc 20 ans d'antériorité, hein, donc c'est pas rien. Non, mais comme l'a dit Isabelle juste avant de partir, de toute façon, je pense il faut qu'on digère toutes ces informations-là, mais il y a de grandes chances qu'on reprenne contact avec vous pour avoir des discussions plus approfondies sur le développement d'outils et de méthodologies de ce type-là. Parce qu'on est tout à fait, nous, dans le même axe. Alors, certes, en Bretagne, et effectivement plus orienté sur la problématique littorale et mer, mais je dirais que la volonté est effectivement la même, quoi. Et bon, nous, on a la chance au jour d'aujourd'hui que, pour l'instant, la région, en tout cas, nous regarde d'un œil intéressé. Alors, on n'a pas du tout les mêmes intériorités, parce que nous, on démarre de ce côté-là. Donc, non, je pense qu'il y a vraiment des choses à discuter et à échanger autour de ces approches-là, quoi. Et oui, parce moi, qu'on peut quand même... Pardon. l'anthropologie votre parcours anthropologique peut m'intéresser aussi, voir comment, voilà, après ce parcours, vous arrivez à vouloir justement aller dans le concret, dans le pratique. Oui, alors bon, je ne rentrerai pas dans les détails là, mais effectivement, ça s'est fait en parallèle. Effectivement, j'ai depuis longtemps été dans le domaine, je dirais, de la formation, dans ce côté justement de l'art, et la question du sensoriel, elle est arrivée par une pratique de la danse avec un collègue, et c'est à travers ça que la question de l'approche sensible, elle s'est construite. Et ensuite, par ailleurs, le travail avec Isabelle, où la dimension art-science elle-même s'est développée. Donc, effectivement, c'est des convergences de chemins qui amènent finalement à arriver à ces processus transdisciplinaires où la dimension de la transmission finalement devient centrale, parce que produire du savoir, c'est bien, mais aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est cette dimension de transfert, et c'est plus effectivement de la question de la pratique. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, c'est vraiment en assurant que les gens expérimentent, que effectivement, on peut avoir une certitude que il y a quelque chose qui s'est produit, il y a un savoir qui s'est transféré ou qui s'est produit par l'expérience, quoi. Donc voilà. Et je pense que la trame, en fait, au-delà de l'objet Rhône, de ce que vous avez développé, au-delà de l'objet Rhône, ce qui est intéressant, c'est justement de voir la méthodologie de fond que vous avez mis en place et qui peut être effectivement transférable à d'autres lieux, parce que de toute façon, c'est ça, quand vous parliez à travers la question ethnographique de l'ancrage
l'ancrage sur le territoire. Et c'est d'ailleurs ce que Bruno Latour dit quand il dit il faut atterrir. Il nous faut atterrir. Donc, c'est ça, c'est s'ancrer dans un réel. Et c'est vrai que la dimension ethnographique, mais historique, géographique, enfin, cette transversalité des sciences humaines, c'est une source qui permet d'aller s'ancrer, mais si on ne l'a pas expérimenté, juste pour l'anecdote, juste avant d'arriver à la conférence, en fait, j'étais en séance avec notre association Sentiez-vous bien, avec des professionnels, à la fois des professionnels du social et de l'éducation nationale, justement pour leur faire découvrir cette approche-là. Et vous les emmenez dans un lieu qui est à 20 minutes de chez eux, qui connaissent, c'est des endroits où ils vont se balader, et là, vous leur apportez une expérience complètement différente. Ils disent, là, on vient de voir quelque chose. En fait, on ne voyait pas ce lieu de cette façon-là, simplement pour prendre le temps d'aller regarder les profondeurs de chant dans une forêt, fermer les yeux et écouter le chant des oiseaux, etc., etc. Et donc, voilà, il y a toute une approche qui se lie. Donc, ça, vraiment, ça connecte à votre approche. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est ça que je veux voir après dans votre ouvrage, voir comment vous l'avez formalisé, c'est justement quel formalisme on peut donner à la méthodologie, je dirais, au-delà de la mallette qui est dédiée à un objet qui est l'objet Rhône, c'est effectivement de voir comment vous l'avez formalisé en termes de méthodologie pour voir justement en quoi et comment il peut être transférable, voire généralisable à d'autres lieux, à d'autres domaines, quoi. Oui, c'est un petit peu l'objet de l'ouvrage, en fait, qui permet de... Récemment, j'ai eu le prix de la réciprocité 2022 et justement, je vais intervenir dans les mouvements des réseaux réciproques d'échange de savoir pour voir comment travailler avec ces ateliers. Voilà, dont ils peuvent très bien s'emparer, justement, parce que quelquefois, c'est des pistes d'ateliers, c'est des ateliers, voilà, enfin, qui sont réappropriables. On me le dit beaucoup, ça, qui sont retransformables pour recréer. Moi qui suis dans le champ de la formation, donc formation à l'animation volontaire et professionnelle, qui intervient aussi dans un POCTEFA autour de culture, art et éducation sur la zone Pyrénées. Ce qui m'apparaît commence à résonner chez moi, la mallette d'Edith, c'est sur l'aspect, ce qu'on appelle un peu l'éco-formation dans le milieu de l'éducation à l'environnement, ou encore je l'ai perdu. En tout cas, plutôt du socioconstructivisme dans ce que dit Vygotsky, quoi, c'est-à-dire des approches qui se construisent en relation avec les autres dans une dimension sociale sur divers aspects. Moi, j'ai l'approche, je suis pas dans l'ethnologie en tant que professionnellement, je suis dans la formation professionnelle, dans ce qui est comment se construisent les individus, les personnes à partir de leur rapport au monde et leur rapport aux connaissances. Et c'est vrai que cette approche globale me convient. Il me semble parfaitement, comme vous le dites, transférable d'un lieu à l'autre. Le fait que ça soit Regard de Rhône, c'est totalement transférable dans d'autres lieux par la compréhension et de la méthodologie et de ce qui supporte les préalables qui supportent cette logique, quoi. Bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai envie de poser la présentation d'Edith et
et tout ce travail et cette approche sensible dans un contexte d'éducation un peu plus large. Et je fais le lien avec dernièrement l'UNESCO au mois de septembre 2022 là, qui va poser la transformation de l'éducation. La feuille de route de l'UNESCO nous dit aujourd'hui que pour faire éducation, on va dire, durable, juste, l'idée, c'est de faire en stratégie éducative coordonnée, d'intégrer, en démarche intégrée, 3 pôles d'acteurs. L'éducation académique, académique et universitaire, collège, etc., y compris les universités européennes, Erasmus+, y compris les méta, j'ai envie de dire, méta-labos de recherche. Au niveau des gouvernances, il y a plein de choses. Le deuxième pôle, c'est le pôle gouvernance qui devrait se mettre quelque part au service, les politiques au service de l'éducation, puisque c'est vous, et Edith nous l'a bien fait émerger, c'est de l'émergence de soi que naîtra la créativité, l'innovation et la transformation, donc à travers, j'allais dire, son paysage et sa pensée mentale. Donc, le deuxième pôle de gouvernance, on voit émerger beaucoup avec France Relance, CRTE, École des territoires. Enfin, voilà, il y a plein de choses pour le DD, pour le développement durable. Et le troisième pôle en interaction avec les deux premiers, c'est ce que l'UNESCO appelle les synergies d'acteurs. Donc, les associations, les living labs, les tiers-lieux. Donc, voilà. Donc, nous avons aujourd'hui visiblement posé en écrit 3 pôles qui pourraient faire stratégie éducative coordonnée pour un développement durable plus juste et plus juste, voilà, plus durable. Alors, à partir de là, moi, je travaille, alors entre parenthèses, sur à l'interaction de ces 3 pôles pour faire stratégie sur ce qui a été appelé soit l'éducation territorialement vive, soit des territoires, le territoire éducatif, le label territoire éducatif avec E3D, qui est une démarche de développement durable posée par les ministères de l'Éducation, à la fois dans les écoles et à la fois sur toute une méthodologie sur le territoire. Donc, je travaille donc sur quelque part le territoire socialement vif et je m'interroge sur comment former justement à l'interaction de ces 3 pôles tout citoyen de 4 ans à 99 ans sur un territoire. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est tellement très intéressant ce que tu as dit, Edith. Voilà, donc, et en fait, je trouve que cet outil alors, à partir du moment où je travaille sur territoire éducatif, le label territoire éducatif, et d'introduire ces 3 pôles en stratégie coordonnée, ça pose la question en fait de la transdisciplinarité. Donc l'alliance des sciences et de la société, et ça rejoint au-delà de la société, de la nature, de la culture, tous tes sujets, Edith. Bref, j'en reviens à l'essentiel. Edith, pour moi, ta présentation, ton univers d'éducation par le sensible peut être pôle central en fait pour développer la transformation de ces 3 pôles sur un territoire. Dans le sens pour moi, tu fais démarche éducative intégrée, dans le sens où tu es à la fois dans les murs, tu l'as dit, avec ta mallette dans les écoles, à la fois hors des murs, puisque tu emmènes les élèves sur le territoire, à la fois à l'interface des murs, parce que tu es aussi à la fois sur Internet, sur le numérique, etc. Donc, pour moi, tu es dans ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé, moi, démarche éducative intégrée, donc transéducatif, une espèce d'écosystème transéducatif. L'idée, au bout de tout ça, donc moi, ce qui m'intéresse, c'est avec ton outil, au centre d'un dispositif, par exemple, proposé à toutes les écoles ou tous les territoires qui font démarche E3D ou au laboratoire universitaire Living Lab. Tu les emmènes dedans, hors, à l'extérieur, avec les entreprises, les associations, les citoyens et Intergalactica, avec, on l'a vu, le transfert
à la fois dans le monde et l'eau présente, et l'enjeu de l'eau présente dans le monde. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à finaliser. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, ton outil, il est typiquement un modèle d'éducation trans-éducatif, mais surtout aussi avec, moi je travaille sur les compétences clés en matière de durabilité, que je questionne comme qualité et faculté motrice du modèle transdisciplinaire. Et donc, ces compétences clés, tu es dedans exactement. C'est dans la façon dont tu donnes de la couleur à des compétences. Alors, on parle beaucoup de soft skills, etc., pour faire trans, pour faire inter, multi, inter, trans, discipline, dimension, action, etc. En fait, non, on s'en fout. L'idée, c'est vraiment des compétences. Parce que l'enjeu, c'est quoi, en fait? C'est que la personne, comme tu l'as bien dit, soit de son vivant, et envie et le désir d'apprendre, et quoi apprendre, comment apprendre, choisissent d'apprendre pour agir et entreprendre quel projet opérationnalisant le développement durable, en fait. Et il me semble que tout ton corpus, où qu'on soit, en s'attachant à l'eau, peut être le vecteur qui emmène cette éducation transdisciplinaire et dans un trans-territoire, en fait, hein, les 3 pôles d'acteurs. Parce que les compétences, donc moi je suis rattachée à la fois à une plateforme qui s'appelle FECODE, qui travaille avec un guide de compétences méta qui sont liées au modèle transdisciplinaire posé par la CPU et CGE, il y a en 2015-2016. Donc, pour la faire courte, il y a 5 métas. Peut-être vous m'arrêtez si vous les connaissez ou si je vous saoule. C'est la première éthique et responsabilité collective, systémique, prospective et changement. Mais au-delà de ça, si on ne vit pas ça sur le terrain, ça veut dire quoi? Déjà pour soi, avec la nature, toucher du doigt, mais surtout, on ne sait pas faire avec les autres, en fait. On ne sait pas décloisonner hors des murs, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les entreprises, que ce soit on commence à savoir, hein, j'exagère, et en association. Donc l'idée, c'est d'utiliser en noyau central, j'ai envie de te dire, ton vecteur pour à la fois emmener, faire participer, faire interagir, faire réfléchir. Alors moi, c'est vrai que je suis plus sur le concept réflexif et métaco, systémique et complexe. Mais voilà, on arrive à faire avec Edith des passerelles et de travailler l'interface entre tes compétences sensibles et les compétences dans le vivant. Comment ça se traduit dans l'échange relationnel pour monter un projet de développement durable transformationnel sur un territoire. Je m'arrêterai sur 2 exemples pratiques, par exemple, pour rejoindre ton expérience, toi, Edith, entre chercheurs, auteurs, acteurs, professeurs, etc., inventeurs. Une autre plateforme qui travaille dans le même sens que toi et qui sont des jeunes, en fait. Alors, 2 exemples. Une plateforme et qui font ce qu'on vient de dire. Hein, l'idée, c'est d'éduquer, de s'investir, d'agir, de créer à l'intérieur d'une commune, d'un territoire, etc. Je parlerai simplement d'une plateforme en ce moment qui s'appelle Enlight, compagnie Enlight, alors qui rejoint la danse, hein, on peut dire, qui rejoint l'art, mais qui est donc, leur vecteur, c'est l'art numérique au service à vocation sociale et environnementale. Et juste un exemple, ils ont fait quelque chose à Pignan il y a quelques années, pendant 2 jours, sur un exemple d'éducation, on va dire, intégrant tout ce qu'on vient de dire. Pendant 2 jours, alors je ne me souviens plus exactement, mais premier jour, un conférencier spécialisé sur le parc réserve UNESCO, une balade poétique avec un permaculteur du coin, une conférence, c'est quoi le développement durable? Et le soir, avait lieu justement ce qu'on appelle cet art numérique. C'était un mapping projeté sur l'église de Pignan, où avait été en fait
interrogé pour rejoindre ton corps de travail, avait été interrogé dans les écoles sur des lieux de balade des enfants avec des dessins, ou des musiciens de l'école de musique, ou des danseurs de l'école de danse, etc. Et le mapping avait repris et voilà, projeté sur l'église tout ça, on va dire ce tout, enfin, d'interviews, de balades poétiques, de permaculture, de pisciculture, etc. Et d'engagement. En fait, l'idée, c'est quoi, en fait? Au bout du compte, c'est un outil global intégré qui est intégré à la fois l'éducation, l'environnement, l'UNESCO, etc., pour sensibiliser la population, partie prenante, mais dans du vrai vivant. Voilà. Et voilà, bon, c'était tout ce que je voulais dire. Et moi, l'idée, c'est de vraiment, je ne sais pas comment, mais à un moment donné, de travailler avec Edith par rapport à nos travaux respectifs, le modèle trans, les compétences trans et voilà la démarche intégrée de résoudre ensemble quoi et comment, avec qui, quelles problématiques intégrer, environnement, etc. Et surtout avec tous les gens en fait, et avec ces compétences du savoir faire confiance, savoir être vivant, savoir se parler, savoir juste réfléchir, agir et entreprendre responsable, éthique et solidaire en fait. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai été très claire, mais enfin, je trouve que c'est vraiment un projet qui prend et qui vraiment, voilà, soit au niveau des E3D, soit au niveau voilà, de 2 jours dans une commune, un territoire. Ça s'est fait à Miramas, aussi sur conférence, enfin 2 jours de 0 déchet avec des animations, etc. sur la commune avec une alternance. Voilà. Et puis, j'ai envie de parler de l'Afrique aussi. Où il y a des associations. Alors, je connais un petit peu celle qui s'appelle Climate Change et qui, en fait, travaille dans cette synergie, on va dire, vecteur, c'est-à-dire l'éducation, les gouvernances non étatiques et les synergies d'acteurs pour former. Ils sont en action là. Ils n'attendent pas. Ce que tu dis, Edith, il y a des visios. À la fois, ils forment dans les écoles, à la fois, ils créent des universités, à la fois, on monte un modèle de recherche au niveau d'une antenne gaz à effet de serre, à la fois, on monte voilà, des pépinières, à la fois, bon, ça existe en fait, et au milieu, l'eau, en fait. L'eau, c'est juste le vecteur essentiel, quoi, vital, qui génère les 17 ODD, bien sûr, et qui génère, quand on travaille dans ce genre de projet, y compris les vôtres, hein, enfin, qu'on soit voilà, association, etc., et qui génère le faire ensemble, enfin, le vivre ensemble, quoi, en fait. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire. Bien. Merci Frédéric pour ce que vous avez traduit. Bon, en résumé, Edith, vous avez Frédéric et puis vous avez Fabien avec qui vous allez pouvoir créer des contacts suite donc à ce que vous venez de nous présenter. Mm-hmm. Et la dimension pensée sauvage, donc la dimension transdisciplinaire, qu'est-ce qu'en pense justement qu'est-ce que vous en pensez les membres du CIRET, par exemple, comme Florent ou Jean comment vous recevez cette présentation par rapport à la transdisciplinarité? C'est moi qui pose une question à la fin. Oui. Écoute, de toute façon, bon, la transdisciplinarité, pour moi, c'est un mode de pensée qui doit nous permettre d'inventer ce qui n'existe pas encore pour faire face donc aux difficultés méta auxquelles nous sommes confrontés donc en permanence.
Moi, j'ai eu la chance de pouvoir théoriser de façon transdisciplinaire donc la mathétique sur les réseaux numériques, c'est-à-dire donc d'inventer quelque chose donc, qui n'existait pas. Et pour moi, la finalité de la transdisciplinarité, c'est ça. C'est donc créer, d'inventer de nouvelles disciplines, d'accord, pour faire face donc aux difficultés qui sont celles que nous connaissons et qui ne cessent de s'amplifier chaque jour qui passe. Voilà. Ce qui fait que donc la démarche transdisciplinaire, on doit pouvoir effectivement l'utiliser dans toutes les sphères de l'activité humaine. Et pour moi, ce n'est pas un problème de sciences molles, de sciences dures, de sciences humaines ou de sciences sociales. C'est voilà, tout ce que nous faisons, tout ce que nous inventons, toutes les innovations auxquelles nous assistons. Je rappelle qu'une innovation, c'est partir d'une tabula rasa, hein, c'est de créer, d'inventer totalement quelque chose qui n'existait pas. C'est d'inventer donc de nouvelles théories, c'est donc de les mettre ensuite donc, en pratique, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est absolument colossal, et je pense que on n'en verra jamais le bout. Mais je crois aussi que quelque part, c'est le sens de la vie. C'est pas de répéter N fois la même chose hein, et de travailler N fois de la même manière. C'est au contraire, donc voilà, hein, de passer d'une vérité à une nouvelle vérité qui est encore plus vraie que la précédente, etc., etc. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais voilà, je crois que tout doit être, tout peut être envisagé. Et ce que tu as proposé, donc, ça me paraît tout à fait digne d'intérêt. D'autant plus pour quelqu'un comme moi qui, effectivement, j'ai pas cette culture de mélanger toutes les cultures donc, qui existent hein, et mélanger l'art donc, avec la science, je trouve ça absolument formidable. Même si je ne comprends pas toujours donc la finalité des choses, parce que pour moi, ça reste encore assez obscur. Et après t'avoir écouté, il y a une question qui me vient spontanément à l'esprit, c'est en quoi la culture peut-elle véritablement influencer la nature? Et j'ai pas la réponse. Coucou. Oui, oui. Alors, influencer, j'étais en train de noter la question influencer ou penser, parce que pourquoi influencer? Enfin, oui, influencer. En tout cas, on pense la nature différemment selon notre culture. Oui, mais enfin, bon, encore faut-il le prouver, quoi. Voilà, donc, effectivement, c'est une hypothèse. Hein, mais ensuite, concrètement, comment on va initier cette réflexion et la transformer ensuite après en action hein, puisque bon, tu as parlé de l'action et c'est vrai que donc il y a le cognitif d'un côté et puis après donc il y a la mise en œuvre hein, dont l'action. Et comment on passe de l'un à l'autre. Mm-hmm. En même temps, il y a des choses qui se rejoignent. Bon, je parlais de l'animiste et de l'éthologiste, ça pourrait être à creuser, mais aussi la définition de Descola du naturalisme où les vivants auraient pas tous une âme, donc une intériorité différente, mais par contre une extériorité semblable. Eh bien, la dimension biochimique de la vie, elle s'inscrit ici. Et donc, finalement, les animistes et les naturalistes ont raison, mais sur des plans différents. Donc, peut-être, au lieu d'exclure, toujours mettre en perspective, etc. Alors après, pour aller dans la continuité, sur cette question du naturalisme et de l'animisme, pour prendre juste ces deux ontologies qu'utilisait Descola, je me reporterai, parce que j'aime beaucoup Bruno Latour, dans son ouvrage « Nous n'avons jamais été modernes », il met aussi en évidence qu'en réalité, on a beau nous dire que nous sommes des naturalistes et prôner
cette objectivité de l'environnement et de la nature, etc., et tenter de nous séparer de cette nature, en réalité, on a toujours été ça. Et c'est ce que Edith disait justement autour de ces différents niveaux. Alors, je ne sais plus exactement les termes que vous utilisiez, où effectivement, il y a des moments où nous sommes extrêmement naturalistes, nous les Occidentaux, et des moments où finalement nous sommes profondément animistes, etc. Et je pense que ce que Bruno Latour ou Tim Ingold ou d'autres pensant dans la même veine prônent quand ils parlent de nature-culture en un seul mot, c'est cette nouvelle approche qui est, je dirais, un nouvel animisme. Il ne s'agit pas de revenir à un animisme pré-moderne, en tout cas pour nous, ça serait une aberration, mais c'est effectivement, et je pense que la proposition d'Edith va dans ce sens-là, c'est d'expérimenter, de pratiquer un début de nouvel animisme, une nouvelle approche, une nouvelle reconstruction de notre rapport à ce qui nous entoure, pour ne pas utiliser le mot nature, mais de ce qui nous entoure. Et là-dessus, vous avez aussi tout le champ de la mésologie qui est développé notamment par Augustin Berg, qui est un géographe français, lorsqu'il parle, lui, en fait, que le réel est une relation entre le sujet et les objets avec lesquels il est en relation. C'est ce lien-là. Donc finalement, ce que propose Edith dans son travail concret, finalement, c'est de reconstruire ce lien qui nous unit à ce que nous appelons la nature, mais qui est en fait nous-mêmes, puisque en se reliant à notre sensorialité, à notre sensible, c'est recréer ce continuum qui a toujours été là. C'est juste que nous l'avons oublié, nous l'avons occulté, on en a fait une sorte de déni, mais en fait, il a toujours été là, il nous a toujours animés, et en fait, notre société, la façon dont on l'a construite, fait qu'on a totalement occulté ça. Mais d'ailleurs, elle est en train de se rappeler à nous, le changement global et tout ce qui nous est renvoyé vient juste nous rappeler que, en fait, ça a toujours existé et nous avons toujours été un continuum. Et que, par exemple, et ça, Bruno Latour notamment et consorts l'ont bien mis en évidence, un être, alors vivant ou pas, on n'en sait rien, tel que le virus, le fameux coronavirus qui nous taquine depuis quelque temps, est devenu très rapidement, on l'a bien vu, un être social, un être politique qui a influencé nos vies, transformé nos lois, etc., etc. Il n'est pas juste cet amas moléculaire objectivé, etc. Donc on voit bien l'hybridité de tout ce qui nous entoure et ce continuum qui est entre nous et cette dite nature. Donc finalement, c'est ça, la question de comment on retourne vers, c'est une question d'éducation, c'est une sorte de question d'éveil pratique qui nous permet justement de recréer ça. Et la question de l'art, elle va aussi là-dedans. Enfin, je dirais qu'une fois qu'on s'y engage, on se rend compte combien c'est naturel. Enfin, c'est évident, c'est fluide que chercher à se reconnecter à cet aspect animiste, à cet aspect naturel qui nous est propre. L'art, on fait pareil. C'est exactement ce que disait Edith quand elle parlait que cette rupture art-science est la même que la rupture nature-culture. Bruno Latour, encore une fois, parlait du grand partage. C'est ce à quoi il fait référence. C'est cette rupture corps-esprit, c'est cette rupture fonctionnelle sensible, etc., etc. Donc c'est juste reprendre conscience de ce lien-là. Et c'est là où le côté pragmatique que propose Edith, moi je trouve est très intéressant, parce que justement on est dans le faire, on n'est pas dans le cogito, on est vraiment dans le faire, dans l'expérimentation, dans l'éprouver, et c'est là où on va pouvoir non plus penser la nature, mais la vivre, l'être. Voilà. Et c'est en ça où, pour moi, on recrée justement ce lien nature-culture. Très bien. Écoutez, il va être 20h, donc je propose que nous en restions là. Attends, oui, Florent, pardon.
Voilà, écoute, juste avant de conclure, je vais peut-être répondre à la question d'Edith tout à l'heure qui nous demandait ce qu'on pensait de son travail du point de vue de la transdisciplinarité. Peut-être juste recaser ça dans le cadre du legs que nous a proposé Bassarab et qui tient en fait en trois axiomes très simples et en même temps qui sont l'œuvre non pas de toute une vie mais de plusieurs vies, hein, puisque lui-même s'inscrit dans de nombreux courants. Le premier axiome logique avec le tiers inclus de Lou Pascoe, qui répond à cette question qui a été évoquée tout à l'heure des apparences antagonistes, où quand tu vas chercher le commun entre deux antagonistes, tu trouves le terme A moins A qui se résout par le terme T. Ça va être très conceptuel au début, mais tu vas voir où je vais en venir. Qu'ensuite, cette accumulation de résolution d'antagonistes nous amène au deuxième axiome, qui est celui des multiples niveaux de réalité, qui là également répond aux problématiques selon le niveau de réalité auquel on l'aborde. Le niveau de réponse n'est pas le même non plus, et on s'aperçoit que tous les niveaux coexistent simultanément et sont interdépendants. Hein, et ça répond également à certains aspects de cet échange qu'on a eu. Et enfin, le troisième axiome, celui de la complexité. Et cette complexité, pour moi, elle est toujours localisée et elle nous ramène à un quotidien de réalité qu'évoquait Fabien. Et c'est vrai que la situation du Rhône n'est pas la même que celle de l'Elorn, par exemple, en Bretagne, près de Brest, où tu te trouves. Donc, c'est à nous ensuite, je pense à chacun, et c'est le travail que tu as exposé ce soir, Edith, et pour cela nous t'en remercions, de rendre concret ce que les axiomes épistémologiques, logiques et ontologiques de Bassarab nous permettent d'appliquer dans nos approches transdisciplinaires, que je mets au pluriel, parce que là aussi, comme disait Jean, ce n'est pas une vérité révélée, c'est une vérité qui se renouvelle, où chaque nouvel état vient enrichir et remplacer le précédent. Et ça, c'est notre travail et c'est notre responsabilité. Et c'est pour ça que je tiens à t'exprimer vraiment tous mes remerciements pour cette application de la transdisciplinarité que tu fais dans la nature, l'environnement. Et Samuel nous a rejoint, il a soutenu récemment une thèse sur l'éducation environnementale qui s'appuie justement sur les axiomes transdisciplinaires. Voilà, c'était juste pour apporter une petite note finale. C'est une discussion sans fin. Je laisse donc Jean la clore réellement maintenant pour que nous ayons le plaisir de pouvoir la reprendre plus tard. Bien, eh bien, écoutez, donc, merci à toutes et à tous pour avoir fait l'effort de participer à cette reprise donc, de nos conférences. Donc, je réitère pour les absents du début, si vous avez donc des projets à nous faire partager à l'occasion de ces conférences mensuelles, vous m'envoyez un petit mot et puis j'en parlerai donc avec vous. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui auront la chance de faire peut-être le pont en fin de semaine pour prendre quelques jours de vacances, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, si vous avez le plaisir et le bonheur de pouvoir en prendre. Et sinon, je vous dis, eh bien, écoutez, donc à une prochaine fois. Encore merci Edith pour cette belle participation. Un grand merci donc à tous les auditeurs et je vous souhaite donc le bonsoir et à la prochaine fois. Merci. Merci énormément. Au revoir. Toutes ces